Qu'il y a des gens qui sont là. Bonjour à tous. Merci d'être présents en nombre pour cette session. Je m'appelle Benoît Barthaud. Je suis directeur d'investissement au sein de l'équipe Sciences de la vie chez BPI France. J'ai le plaisir d'être le modérateur de la session du jour, à savoir vaccin ARN, biothérapie. Quelles avancées, quels espoirs? Alors, c'est un sujet d'actualité. Comme vous l'avez sans doute tous vu, il y a 3 jours, le prix Nobel de médecine a été décerné à Katalin Karikó et Drew Weissman pour leur découverte sur l'ARN messager. Donc c'est avec plaisir qu'on va pouvoir commenter un peu ce sujet qui reste toujours finalement d'actualité. Et j'ai le plaisir d'avoir 3 intervenants aujourd'hui, Nicolas, Pierre et Stéphane. Je vais les laisser se présenter rapidement. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc Stéphane Champia, je suis oncologue médical. Je travaille à Gustave Roussy, qui est un gros centre de cancérologie au sud de Paris. Et je travaille dans un service qui est dédié aux essais cliniques précoces, les phases 1. On est le plus gros centre européen de phase 1. Donc j'ai la chance de voir arriver pas mal de nouvelles technologies pour le développement et pour, in fine, arriver pour des succès chez les patients. Bonjour, Pierre Wills, je travaille dans le centre d'excellence des ARN messagers de Sanofi. Alors c'est 600 personnes qui travaillent réparties sur Marcy-l'Étoile à côté de Lyon et sur Waltham à côté de Cambridge dans le domaine du développement, de la recherche et du développement des vaccins à base d'ARN messager. On a 7 produits aujourd'hui en essai clinique et essentiellement pour la prévention des pathologies infectieuses d'origine virale ou d'origine bactérienne. Bonjour à tous, Nicolas Poirier. Donc, moi, je suis directeur général d'une société de biotechnologie qui s'appelle OSE Immunothérapeutique. On est basé à Nantes et Paris. On développe des immunothérapies contre le cancer ou les maladies auto-immunes. On a 5 programmes cliniques et on utilise en technologie soit des peptides, soit des anticorps monoclonaux bispécifiques et maintenant plus récemment également l'ARN messager comme nouvelle technologie pour les immunothérapies du futur. Merci Nicolas, merci à tous. Peut-être une première manière d'aborder le sujet, c'est de refaire un point sur finalement quelles sont les stratégies ARN existantes déjà commercialisées et quel est leur poids, notamment dans la vaccination, par rapport aux stratégies plus classiques. Peut-être Pierre? Donc comme vous le saviez, en 2020, il n'y avait aucun produit à base d'ARN messager et cette technologie a explosé en 2021 avec les 2 vaccins contre le Covid que vous connaissez. 0 vaccin en 2020, 3 milliards de doses de vaccins ARN messager injectés dans le monde en 2021. Vous voyez un peu l'explosion, ce succès phénoménal, extrêmement rapide que les ARN messagers ont permis d'apporter. Il faut quand même garder à l'esprit que dans le monde, il y a 7 milliards de vaccins contre l'ARN messager, de doses de vaccins, de vaccins contre le Covid qui ne sont pas des ARN messagers. Donc, l'ARN messager, c'est quelque chose qui a explosé, mais ça reste une des technologies parmi d'autres dans le domaine de la vaccinologie. Alors, il est clair que ça va se développer. Pour le moment, c'est le Covid uniquement, 2 produits. Vous avez sans doute entendu parler d'essais cliniques en cours dans d'autres pathologies infectieuses d'origine virale comme la grippe, la bronchiolite, mais aussi des pathologies d'origine bactérienne. Donc, c'est certain que cette technologie qui représente aujourd'hui environ au niveau mondial 30% des vaccins Covid va prendre de plus en plus de parts des marchés dans les années à venir dans le domaine de la vaccinologie. Merci Pierre pour l'état des lieux. Tu as brièvement mentionné, on va pouvoir s'appesantir un peu plus sur le sujet, les autres développements qu'il y a actuellement sur l'ARN messager. Peut-être Stéphane, si tu peux nous en dire quelques mots. Oui, complètement. Donc, c'est vrai qu'en oncologie, on a vu ces 10 dernières années l'avènement de l'immunothérapie avec d'autres agents qui sont des ciblant les points de contrôle du système immunitaire. Et c'est vrai que ça a relancé complètement les stratégies d'immunothérapie. L'ARN messager en oncologie, c'est pas nouveau. On avait des essais avant l'ère du Covid avec des ARN messagers. Et c'est vrai que avec l'arrivée des vaccins Covid, ça a boosté complètement le développement et des immunothérapies anticancéreuses basées à partir d'ARN messagers. Nous, aujourd'hui, l'ARN messager, l'avantage qu'on y voit, c'est qu'on a une rapidité pour l'adaptabilité, pour modifier l'ARN et pour produire un nouveau médicament, contrairement aux anticorps monoclonaux, aux problématiques de production avec les protéines. Et à l'ère de la personnalisation des traitements, en oncologie, on personnalise les traitements à partir des profils mutation des tumeurs. Et à l'ère où aujourd'hui on fait des biopsies liquides, où on prélève les patients à partir d'une prise de sang pour déterminer les mutations de la tumeur, on voit très vite que l'arrivée de vaccins en cancérologie, vaccins personnalisés, est un peu l'avenir, l'utilisation de ces stratégies thérapeutiques.
qui est à la fois un pilier et à la fois un des piliers. C'est-à-dire qu'en gros, il ne sera peut-être pas tout seul à être utilisé, mais on voit tout à fait l'arrivée de ces traitements dans nos stratégies thérapeutiques en oncologie. Et peut-être juste sur cet aspect de personnalisation, parce que ça fait pas mal de temps qu'on en entend parler. On n'a pas forcément l'impression que jusqu'à présent ça ait pleinement abouti. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il manquait une technologie comme l'ARN messager qui, par sa rapidité et peut-être sa relative facilité d'utilisation, permet de faire aboutir, ou c'est pour d'autres raisons qu'on n'avait pas réussi encore à faire cette personnalisation dont on entend parler depuis un peu de temps? Ouais, alors les vaccins contre le cancer, on en a parlé dans les années 90. On avait l'espoir d'avoir des succès des années 90. Alors on sait qu'on a des vaccins qui sont déjà efficaces, hein, les vaccins antiviraux, hépatite B, HPV, et aujourd'hui on a des vaccins contre le cancer. Ça n'empêche que dans des maladies existantes et avancées, on n'a pas ces traitements. Alors on a finalement compris, hein, avec les échecs probables des vaccins dans les années 90, c'était parce que l'environnement immunitaire des tumeurs était bourré de cellules immunosuppressives qui empêchaient le système immunitaire, qui avait certes été éduqué par le vaccin, de faire son travail. Ces 10 dernières années, on voit des traitements qui permettent de réverser cette immunosuppression, et ces vaccins reviennent complètement à l'ordre du jour, soit seuls, soit en association avec ce type d'immunothérapie. Sachant qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait cette capacité d'adaptation de l'ARN beaucoup plus rapide qu'avec un vaccin peptidique donne vraiment l'espoir d'avoir un prélèvement sanguin chez le patient, détermination des mutations, production du vaccin dans un délai relativement court. Et on le voit dès aujourd'hui, des phases 3, utiliser ces stratégies vaccinales chez des patients qui ont des maladies peu avancées pour espérer limiter le risque de rechute. Et pour le coup, dans combien de temps, si les essais cliniques en cours se passent bien, notamment les phases 3 actuelles, quel pourrait être le délai d'arrivée sur le marché de ces vaccins anti-cancer à base d'ARN messager? Alors moi, je ne travaille pas dans ces boîtes, mais je pense que le délai, c'est quoi, 5-6 ans? Aujourd'hui, Moderna, ils annoncent 2030, si tout va bien. C'est des essais longs, hein, parce qu'ils sont en... Il faut comprendre qu'en fait, ils utilisent la vaccination ARN en préventif quasiment, hein. Le patient a un cancer, on lui retire sa tumeur, il reste toujours des cellules tumorales, et on rééduque le système immunitaire à aller chercher ces dernières cellules pour empêcher la repousse ou la récidive. Et donc, c'est des essais très longs, il faut beaucoup de malades pour montrer l'intérêt, et il faut attendre longtemps, parce qu'il faut attendre qu'il y ait suffisamment de patients qui rechutent. Donc, c'est aujourd'hui 6 ans pour le premier, le cancer dans la peau, mélanome. Ils ont d'autres essais dans le cancer du poumon en phase 2, BioNTech aussi, il y a des essais en phase 1 très prometteurs, mais on voit l'échelle de temps est beaucoup plus longue, quoi. Ouais. Et bon, je ne sais pas si on aura la réponse, mais quand on met ça en parallèle, ou pour le Covid, effectivement, on allait en 2 ans pour mettre les vaccins sur le marché, et sur l'oncologie, où on peut se dire qu'il y a quand même un besoin médical qui est très très important, étant donné que les patients peuvent mourir assez rapidement, on s'aperçoit qu'on est sur des durées d'essais cliniques qui sont quand même très longues. C'est lié à des choix de recrutement de ces sociétés-là. C'est lié à quoi, à votre avis? Je crois que Pierre pourra compléter, mais sur la Covid, il y a eu énormément de raccourcis réglementaires, de raccourcis industriels qu'on pourra peut-être plus faire demain, sauf si on fait face à une grande pandémie. Et puis des critères d'évaluation des vaccins qui ne sont pas forcément basés sur leur efficacité, mais basés sur un biomarqueur, le taux d'anticorps. En oncologie, on regarde la survie. Donc, fort heureusement pour les patients, ça prend quand même du temps, même si les patients sont avancés. Par exemple, nous, dans le cancer du poumon, sur notre vaccin peptidique, pour Moderna, à un stade très tôt, post-chirurgie, ça prend encore plus de temps pour la rechute. Donc ça prend du temps d'aller chercher tous ces malades et de mesurer que ça marche. Et puis, il y a déjà des médicaments enregistrés. Ce qui n'était pas le cas dans le cadre de la pandémie. Il y avait une urgence sanitaire et une urgence médicale. Elle est forte dans l'oncologie, mais il y a d'autres thérapies, donc il faut s'y comparer et montrer que ça marche mieux, que c'est mieux toléré. Oui, effectivement, dans le domaine du Covid, la barre était très basse, il n'y avait rien. Si vous prenez les vaccins pour d'autres maladies infectieuses, la grippe par exemple, la barre est beaucoup plus haut. Vous avez un standard de vaccin contre la grippe. Aujourd'hui, il faut faire mieux. Donc c'est bien plus compliqué que de faire à partir de rien. Et en oncologie, c'est pareil. Il y a un standard qui est très haut parce qu'il y a déjà énormément de molécules actives. Et en plus, un vaccin, c'est très simple à développer. Vous injectez, quelques semaines après, vous voyez s'il y a des anticorps. En oncologie, il faut attendre des mois, des années. Donc la barre est beaucoup plus haute. Les compétiteurs sont beaucoup plus nombreux en termes de molécules déjà présentes. Et le temps de développement est beaucoup plus long. Merci pour ces informations.
Peut-être si on s'intéresse maintenant aux stratégies futures, c'est-à-dire aux programmes ARN qui ne sont pas encore en clinique, quelles pourraient être les prochaines applications de l'ARN messager? Notamment, Nicolas, je sais que vous travaillez sur ces thématiques-là à OSE. Oui, le futur s'écrira avec l'ARN, mais le futur ne sera pas tout ARN non plus. Il ne faut pas croire que l'ARN va remplacer 20 ans, 30 ans de développement dans le domaine des biologiques ou d'immunothérapie. Et je pense que ce serait une bêtise de tout shifter. C'est-à-dire que l'ARN, à mon avis, a un sens quand il faut aller vite. Faire un vaccin personnalisé pour le malade peut avoir un sens où on peut adresser une nouvelle biologie qui n'est pas utilisable avec les technologies aujourd'hui. Aujourd'hui, les technologies d'immunothérapie, je parle de ce que je connais, s'adressent à ce qu'on a à la surface de nos cellules, en termes de cibles de médicaments, ou sécrétés, ce qu'on appelle le surfaçome ou sécrétome. C'est, même si les chercheurs ne sont pas tous d'accord, 3000 à 5000 cibles. Notre génome, c'est plutôt autour de 25-26 000. Donc en fait, on a 80% des cibles des médicaments qu'aujourd'hui, l'immunothérapie, technologiquement, ne peut pas l'adresser. Et l'espoir qu'on a dans l'ARN, c'est justement, on rentre dans la cellule. On va pouvoir faire fabriquer au bon endroit, et il y a des vrais enjeux industriels, parce qu'il faut que, c'est pas l'ARN, il faut que l'enveloppe qu'il y a autour, ce qu'on appelle les nanoparticules, aille au bon endroit. Et ensuite, on peut modifier ces particules pour les téléguider avec des anticorps, pour qu'elles rentrent dans les bonnes cellules. Et une fois qu'elles rentrent dans les bonnes cellules, alors on peut bloquer de l'intérieur certaines pathways, soit on peut leur faire exprimer des protéines qui vont réguler leur fonction, par exemple, activer des cellules immunitaires en oncologie, ou contrôler des cellules immunitaires pour pas qu'ils s'attaquent à nos propres tissus dans les maladies auto-immunes. Et là, il y a une rupture technologique qui permet d'ouvrir un champ des possibles. Alors, ce n'est pas 2030, c'est la recherche d'aujourd'hui, ce sera le développement clinique peut-être en 2030, et ce sera peut-être le marché en 2035-40. L'avenir nous dira. Et quelles sont les limites technologiques, justement? Quels sont les freins technologiques qui empêchent de pouvoir faire ça dès aujourd'hui? Notamment, je pense à la formulation, mais pas que, à la dégradation de l'ARN. Quelles sont les recherches qui sont là-dessus et qui pourraient faire avancer plus rapidement ces nouvelles thématiques? Alors, il y a deux éléments dans un vaccin ou dans un produit thérapeutique à base d'ARN messager. Il y a l'ARN messager lui-même et il y a son vecteur. L'ARN messager, jusqu'à quelques années, jusqu'aux fameux travaux qui ont valu le prix Nobel cette semaine, l'ARN messager avait des activités réactogènes qui empêchaient d'être utilisées. Il reste dans cet ARN messager quand même beaucoup de travail à faire pour optimiser son efficacité et pour diminuer sa réactogénicité. C'est le travail qui a été accompli qui a permis d'arriver au prix Nobel, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour améliorer l'efficacité et diminuer la réactogénicité de l'ARN messager, parce que l'organisme détecte l'ARN messager comme quelque chose d'étranger et réagit contre cet ARN messager. Ça, c'est la première chose. Beaucoup de travail à faire là-dessus, beaucoup de technologies, beaucoup de start-up et beaucoup de travail académique. Et à côté, vous avez le vecteur aujourd'hui des nanoparticules lipidiques de première génération, faites assez rapidement quand même pour faire face au problème du Covid, avec quelques inconvénients de stabilité notamment, une durée de vie du produit, comme vous le savez, en pharmacie très courte, etc. Donc là aussi, il y a un gros travail d'amélioration pour avoir des produits stables, pour avoir des produits efficaces. Et puis aujourd'hui, on injecte en intramusculaire et on ne cible pas ces vecteurs nanoparticulaires. Demain, il faudra les injecter en intraveineux. Il faudra cibler la tumeur. Il faudra éviter les organes où on ne veut pas que l'ARN messager s'exprime. Et si on s'adresse à des maladies rares, il faudra exprimer le transgène dans le foie, dans d'autres tissus. Donc on a tout un domaine de vectorologie qui s'ouvre, mais qui est extrêmement sophistiqué, extrêmement compliqué. Les vaccins d'ARN messager qu'on a aujourd'hui, les deux produits, c'est vraiment la première génération. C'est même la génération 0, disons-le, parce que ça a été fait avec une barre très très basse. Maintenant, il faut attaquer la première génération. Ça sera les produits de Moderna, j'espère les produits de Sanofi. Et les produits de OSE. Ou d'OSE, pardon. J'ai oublié, excuse-moi. Et que nous serons ravis de proposer aux patients en France. Et c'est tout l'enjeu d'avoir l'accès à ces essais cliniques en France et que les autorités françaises soient ouvertes à ces nouvelles technologies, notamment en oncologie pour nos patients. Nous, en oncologie, c'est vrai qu'on a déjà des ARN messagers codants des cytokines ou des anticorps monoclonaux.
On a déjà aussi des stratégies d'ARN messager pour faire ce qu'on appelle de la thérapie cellulaire in vivo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle beaucoup de thérapie cellulaire en oncologie, c'est utilisé dans les pathologies hématologiques malignes, mais on a maintenant des stratégies où on va, avec ces ARN, modifier chez les patients directement les cellules immunitaires pour leur permettre d'être capables de reconnaître les cellules tumorales et d'avoir une action. Donc on voit quand même l'intérêt de ces ARN messagers. Je partage complètement le point de vue sur le fait que c'est pas ça qui va tout remplacer, mais c'est une technologie qui va être très utile dans les années à venir pour vaincre certains freins, et on évoquait les protéines intracellulaires. Il y a vraiment tout un enjeu là-dessus et d'ouverture de nouvelles frontières qui seront utiles pour nos patients. Donc j'espère qu'on aura ces traitements rapidement pour nos patients en France. Peut-être juste pour compléter également, il y a des enjeux industriels énormes de fabrication, de quantité d'ARN qu'on est capable d'encapsuler, parce que quand on veut faire un vaccin, on doit avoir un peu d'ARN qui va fabriquer la protéine. Quand on va vouloir fabriquer un médicament, il va falloir beaucoup plus de protéines, durables dans le temps. Donc il y a des stratégies sur l'ARN pour que ça marche plus fort, plus longtemps. Et puis quand on va s'adresser à des patients qui ont une tumeur métastatique, où il va falloir réinjecter toutes les 3 semaines, je pense qu'on l'a tous connu, personnellement ou dans notre entourage, ces vaccins Covid nous ont quand même un peu chamboulés au niveau de notre santé pendant quelques jours. Est-ce que c'est des profils de tolérance acceptables pour des injections à long terme? Chez les patients au bout du bout en oncologie, pourquoi pas? Il y a déjà des molécules assez toxiques. Quand on va parler des maladies auto-immunes ou par exemple de maladies génétiques comme la mucoviscidose, est-ce qu'on va être capable d'injecter toutes les 3 semaines ou tous les mois ce type de molécules sans avoir une réactogénicité, c'est-à-dire avoir des fièvres, avoir des désordres intestinaux très importants? Donc il va falloir travailler aussi sur des vaccins de première, deuxième génération et pas des vaccins de 0 génération qui globalement sont quand même pas très bien tolérés. Et s'il n'y avait pas eu cette pandémie, on n'aurait probablement pas passé toutes les étapes réglementaires. On n'a pas eu le choix, donc ça a été utilisé. Oui, mais merci Nicolas, tu as fait le pont sur un autre des sujets qu'on voulait évoquer aujourd'hui, c'est-à-dire sur la safety. Finalement, il y a eu quand même au début pas mal de polémiques, pas mal de questions sur la sécurité de ces médicaments, de ces nouveaux vaccins, d'autant plus que le développement a été quand même accéléré. Finalement, 2 ans après, où en est-on? Est-ce que ça... Ah, vous inquiétez pas, ce sont des drones. Est-ce que finalement, voilà, 2 ans après, on a tous la 5G intégrée, que se passe-t-il? Comme je vous l'ai dit, il y a eu 3 milliards de doses de vaccins ARN messager injectés. Jusqu'à preuve du contraire, le nombre d'effets indésirables a quand même été relativement modéré. D'accord? Donc il n'y a rien d'extraordinairement dangereux, c'est évident. On l'aurait vu sur 1 ou 2 injections. Bon. Par contre, la réactogénicité, la douleur à l'injection, la fièvre, etc., effectivement, doivent être améliorées, non seulement pour les vaccins, parce que je ne suis pas sûr que sur la grippe, par exemple, vous accepteriez ce niveau de réactogénicité que vous avez accepté sur le Covid. Et dans le cas d'administration répétée, effectivement, il va falloir contrôler absolument ces réactions de fièvre, ces réactions générales, et pouvoir effectivement réinjecter ces produits en quantité plus importante pour des applications thérapeutiques. Donc au niveau vaccin, certainement les générations suivantes seront beaucoup moins réactogènes. Par contre, le challenge, c'est effectivement la réactogénicité pour des injections répétées de plus grande quantité. Je confirme juste qu'effectivement, chez les patients en cancérologie avec des maladies avancées, cette réactogénicité, elle peut être éventuellement utile parce qu'on a besoin d'attirer le système immunitaire dans les tumeurs, mais pour les patients, c'est totalement acceptable par rapport au risque encouru avec un cancer métastatique. Après, c'est sûr que c'est des technologies qu'on va voir avancer plutôt dans des phases très précoces de la maladie, voire même en préventif. Et donc, on imagine complètement dans cette situation-là qu'on se retrouve dans la situation qu'on connaît tous, avec un vaccin préventif, d'accepter des effets secondaires qui peuvent être gênants. Après, encore une fois, je pense que les craintes sur la capacité d'intégration de l'ARN messager, elles sont complètement écartées. La capacité d'autoréplication, etc., c'est pareil. D'ailleurs, c'est une des problématiques, il faut en produire beaucoup. Donc, je pense qu'on a quand même un recul, certes récent, mais relativement bon sur ces stratégies thérapeutiques pour l'avenir de nos patients. Mais là, on était sur des approches vaccinales, effectivement, où la quantité, et Pierre l'a rappelé tout à l'heure, et Nicolas aussi, la quantité d'ARN, donc de principe actif du médicament, était assez réduite. Si on est sur des stratégies où on veut faire produire en très grande quantité par l'organisme une molécule thérapeutique via l'ARN, est-ce que finalement, il ne faudra pas non plus réévaluer les potentiels risques liés à ces plus fortes administrations ?
et ces réadministrations au long cours. C'est certain, mais on a déjà aujourd'hui des stratégies d'ARN messager qui codent des cytokines. Moi, j'en injecte dans les tumeurs directement. Donc, on a déjà des données avec des doses plus fortes, beaucoup plus fortes que ce qui sont utilisées pour les vaccins. Et en termes de profil de safety, alors on est beaucoup moins de patients que les personnes injectées pour le vaccin du Covid, mais c'est tout à fait acceptable. On est sur des profils de fièvre, etc. Encore une fois, ça dépendra aussi de la population concernée. On ne prendra probablement pas les mêmes risques chez un patient qui a un cancer qui le menace à court terme versus une personne qui a un risque potentiel de développer un cancer. Peut-être si on refait un point sur les vaccins qui sont ARN qui sont actuellement disponibles, donc on a celui de Pfizer, celui de BioNTech, on n'a pas d'acteur français. Est-ce qu'on n'a pas un peu raté le coche sur l'ARN, en tout cas pour la première vague? Je sens que je dois répondre. Je sais pas. Alors, soyons clairs, les 2 vaccins qui ont été développés viennent d'entreprises de biotechnologie. BioNTech, avec qui Pfizer a fait un deal très intelligent, et Moderna. Mais à part Pfizer, disons-le, toutes les pharmas ont loupé l'ARN messager. Et Sanofi aussi. Donc, on a loupé le premier train, disons-le, clairement. Maintenant, il y a un deuxième train, on y est, comme je vous l'ai montré. D'autres entreprises pharmaceutiques, d'autres entreprises de biotech qui sont. Je pense qu'on est en position pour bien rattraper le premier train. Mais voilà, c'est clair, on a loupé le premier, il ne faut pas se le cacher. Mais je pense qu'on est en bonne position pour les applications suivantes, comme le montre la présence de Nicolas, la présence de Stéphane et la présence de Sanofi dans le domaine. Et ça, à la fois sur la recherche et aussi sur la production, qui est aussi un vaste sujet, et pas seulement pour l'ARN, hein, sur tout ce qui est bioproduction, ça fait partie un peu des thématiques du moment. Oui, alors nous, quand on investit de la recherche jusqu'au développement pour essais cliniques, jusqu'à la fabrication commerciale. Donc on a non seulement des centres de recherche, comme j'ai dit, en France et aux US, et on a des centres de production d'ARN messager et de nanoparticules qui sont également basés en France. Donc on investit non seulement sur la recherche et sur le développement, mais aussi sur l'outil industriel pour pouvoir produire, et disons-le, produire en France et aussi à l'étranger si c'est nécessaire par la taille du marché, pour pouvoir produire ces produits dans le futur. Merci Pierre. Vas-y Nicolas. Ah ouais, juste pour compléter, je pense qu'en France, on a tout pour réussir. On a vraiment une recherche fondamentale de très très haut niveau que les Américains nous envient. C'est pas pour rien que les Américains nous piquent nos meilleurs chercheurs, nos meilleurs postdocs, qu'on a encore des prix Nobel français, malheureusement, qui ne sont pas en France, qui viennent d'être attribués. On a une recherche médicale de haut vol. L'Institut Gustave Roussy, c'est un des centres numéro 3 au monde, je crois, en oncologie, sans trahir de secret. On est passé 4, on est le premier en Europe. Premier en Europe. On est devant les sites américains, en tout cas. Exactement. Donc, en fait, on a vraiment tout pour réussir. Il y a énormément de belles biotechnologies. Il y a des vrais sujets de financement. Et parfois, on l'a vu dans la bioproduction, dans le monde des immunothérapies, c'est dur de créer une filière industrielle qui va de la recherche aux biotech, à l'hôpital, aux industriels, parce que il y a déjà plein de monde et les gens sont un peu éparcelés et on a du mal à structurer une filière. Là, je dirais, je suis optimiste parce qu'en fait, il n'y a pas de filière. Il faut se le dire en France, il n'y a pas de filière dans l'ARN. En fait, elle est à créer. Il y a 2-3 acteurs et encore. Et l'enjeu de demain, c'est ça, c'est d'arriver à ne pas faire travailler des gens ensemble qui sont tous dans leur chapelle, mais de créer cette filière. On en parlait tout à l'heure, dans les écoles d'ingénieurs, aujourd'hui, il faut former les jeunes à l'ARN messager. Je vois qu'il y a plein de jeunes ici. Si vous êtes dans les écoles d'ingénieurs, dans les facs, allez vers l'ingénierie, allez vers le médical, parce qu'en fait, on en a besoin. Et c'est ensemble, en fait, qu'on va pouvoir créer cette filière. Et que demain, il y aura des grands industriels qui commercialiseront, parce que ce n'est pas des petites biotech qui vont être capables. Moderna, ça a été quelque chose de très particulier. Mais je pense que la force de BioNTech, ça a été de trouver le grand industriel qui permet de s'associer pour délivrer. C'est autre chose de faire l'innovation et après de commercialiser et de délivrer. Et juste pour finir sur ce point-là, vous, donc, à OSE, vous cherchez à recruter et vous êtes confronté à la difficulté de recruter des Français, des postdocs, des doctorants, des ingénieurs dans le domaine, parce que c'est une filière à créer, comme tu le disais juste avant. Et pour le coup, c'est compliqué à l'heure actuelle. Il y a deux types de recrutement. Il y a recruter des personnes qui ont l'expertise médicale ou anticorps monoclonaux, enfin, les technologies d'aujourd'hui. On trouve du monde parce que les écoles ont formé les personnes, les gens changent de job et tout. Quand on veut recruter dans le monde de l'ARN, on a beau passer des annonces, on a
je peux vous le dire, parfois 0 retour de candidature française. On a plein d'Allemands. Parce qu'ils sont très structurés derrière BioNTech, CureVac à l'université. On a beaucoup d'Indiens. Donc ne laissons pas non plus les pays en développement venir rafler un petit peu les nouvelles technologies. On a parfois un peu d'Américains, mais alors avec des salaires qu'on aurait du mal à se financer en France. C'est un peu compliqué d'avoir un ingénieur qui est mieux payé que le directeur général dans une entreprise. Ça pose des soucis. Non. Et le vrai enjeu derrière le recrutement, c'est la formation, la filière et c'est le financement. Et c'est là où la BPI, je pense, c'est clé. Je le redis. Les acteurs ont besoin d'un organe au niveau de l'État fort pour dire il y a une technologie stratégique pour demain, il faut créer une filière ensemble et il faut soutenir le financement parce que malheureusement en France et en Europe, c'est très difficile de faire les levées de fonds qu'on peut voir aux États-Unis à Cambridge où une société se crée, on connaît certaines personnes, une série A, donc la première levée de fonds, ça peut tout de suite être sur du 200-300 millions de dollars. Moderna a réussi parce qu'il y a eu 900 millions de dollars d'investissement. Plus des deals avec AstraZeneca, des deals précoces. Enfin, Rien que 900 sur la technologie Covid. Oui, sur la technologie Covid. Non, c'est sûr qu'effectivement, il y a eu des appels à projets, et notamment par BPI France, sur le Covid. Mais après, effectivement, je pense qu'il faut continuer à soutenir la filière ARN en tant que telle, qui est en train d'émerger, pour pouvoir ne pas se faire dépasser sur cet aspect-là, comme on a pu se faire dépasser déjà sur la première vague, mais même dans d'autres domaines, notamment sur la bioproduction d'anticorps, etc. Je ne sais pas si vous vouliez juste compléter un dernier mot. Non. Bon, merci à tous. On a encore 2-3 minutes avant la fin. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux vous passer le micro. Oui, là-bas. Montrer quelque chose dans le ciel, là, pardon. Désolé. Bonjour, merci. Nous, on travaille chez Brennus Pharma et on développe ce type d'immunothérapie, pas vraiment basé sur l'ARN, mais on est face au même challenge, notamment l'industrialisation de ce genre de thérapies qui peuvent être parfois hyper personnalisées, parce qu'on part à la base, notamment en oncologie, parce qu'on part à la base du patient lui-même. Est-ce que vous n'avez pas peur de créer une filière autour de quelque chose qui finalement pourrait avoir des gros challenges d'industrialisation? Est-ce qu'il ne faut pas que la filière ne soit pas uniquement basée sur l'ARN messager, mais plutôt sur d'autres types de biothérapie et que ce soit interconnecté plutôt? Là, vous soulevez un problème qui est celui de la diversité des modalités dans l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, effectivement, idéalement, chez Sanofi, il faudrait être capable de faire de la chimie des petites molécules, des peptides, des anticorps monoclonaux, des vecteurs viraux, des vecteurs non viraux d'ARN messager. Et à chaque fois, il faut la compétence, il faut l'usine. C'est pas la même chose. Donc il y a toujours un équilibre à trouver, et j'allais dire c'est notre problème, entre ce marché extraordinaire de technologies, de modalités qui s'offre à nous, et puis la difficulté à tout embrasser avec la même compétence technologique et de construire des usines pour fabriquer toutes ces choses qui sont très différentes. Donc on doit faire des choix. Sanofi est une des entreprises les plus diverses en termes de modalités. Effectivement, on fait un peu tout ça, mais le challenge, c'est de faire tout ça correctement bien et au niveau industriel. Donc à certains moments, on est parfois obligé de dire non à certaines technologies et de s'orienter préférentiellement sur certaines technologies. Et toujours penser à l'accès aux patients derrière, que ce soit réalisable. On est d'accord. Écoutez, je pense que on va pouvoir clore cette session. Merci à tous. Merci. Merci.